Jungle. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers d'LN2, c'est le numéro 30 aujourd'hui. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, les COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Toutes catégories confondues. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Et au menu du jour, éliminatoire CAN Maroc U23, Togo, Afrique du Sud. Quels préparatifs pour se sortir de ce gros piège nommé Bafana Bafana? Et puis quelles sont les chances de qualification des éperviers dans ce duel? On parlera également des préparatifs, plutôt des éliminatoires CAN RCI 2023. Voilà, c'est pour la sélection A. La situation donc des éperviers qui est toujours inquiétante après les 2 matchs amicaux disputés en septembre. Que se passe-t-il au sein du nid des éperviers? La question de naturalisation des joueurs se pose avec acuité. Que font exactement Serge Akako, le manager général bien sûr de cette équipe, et Paulo Duarte qui est le sélectionneur? Et puis nous parlerons également d'un autre point, c'est le CHAN Algérie 2023, avec le retour sur l'élimination du Togo et les conséquences de la gestion de la sélection. Le problème Jonas Kokou Komlan continue d'alimenter les débats. Quelles difficultés pour se séparer du sélectionneur dont le travail est jugé très insuffisant par la FTF au vu des moyens mis en jeu? Alors, qui doit signer le départ de Jonas? La question se pose. Y a-t-il des ingérences ou autres combines de quelque nature? Autant d'interrogations qui tournent autour de ce dossier. Et puis nous parlerons également des Togolais en club. Le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés avec Angelo Policoué. La crainte des auditeurs, à vos lanternes, on se retrouvera tout à l'heure. Dans le nid des éperviers d'N2, c'est avec la technique Anas PM, à la caméra et l'homme à devant comme d'habitude. Au studio, Franck Nouniama et Angelo Policoué de la rédaction des Sport FM. Appelez-moi Aimé Le Bon Épée à la présentation d'LN2. C'est parti. La CAN 2006 et Mondial 2006, ça remonte déjà à très longtemps et bien fait, l'affaire est grave justement parce que l'équipe Fagnon n'arrive pas justement à sa sortie comme cela se doit et on va décréter justement cette affaire grave. Et quand c'est grave, eh bien, il faut y mettre les moyens qu'il faut. Bonjour, bien sûr, Franck Nouniama. Mais bonjour auditeurs et auditrices. Et Angelo Folicoué, bonjour à toi. Salut sportif Aimé, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Franck? Ça va. Angelo, on gère. ça va? On essaie de gérer tout simplement. Ouais, c'est ça. On essaye de gérer. Ça veut tout dire. Le premier sujet, Franck, c'est bien sûr les éliminatoires CAN Maroc U23. Voilà. La sélection U23, justement, qui a réussi à se sortir d'affaire face au Mourabitoun de la Mauritanie. Bien sûr, avec cette qualification. Et, justement, eh bien, on se retrouve devant un gros piège nommé Bafana Bafana et ce n'est pas rien. Les Bafana Bafana n'ont pas disputé le premier tour comme le Togo qui affrontait les Mourabitoun de la Mauritanie et qui a réussi à se sortir d'affaire face à cette sélection mauritanienne des U23. Donc le niveau monte un tout petit peu, on monte un peu le curseur lorsqu'il s'agit maintenant de jouer contre les Bafana Bafana. C'est vrai que cette sélection, on ne la connaît pas trop, mais la sélection togolaise également est une découverte. On l'a vu à l'œuvre seulement sur ces 2 matchs puisqu'il n'y avait pas eu de regroupement à proprement parler avant le match contre les Mourabitoun. Donc c'est une découverte. Ce qui était un tout petit peu marquant, c'est que face à la Mauritanie, ici sur le 11 entrant, il y avait 9 joueurs qui viennent du championnat national. Ce qui veut dire que beaucoup de joueurs qui ont été appelés à travers l'Europe et un peu partout dans le monde étaient remplaçants. Donc, ce qui veut dire que le staff technique a vu en ces joueurs-là beaucoup de qualités et qui a d'ailleurs, ou bien des qualités qui ont d'ailleurs permis à cette équipe de pouvoir franchir ce premier cap. Maintenant, l'Afrique du Sud devant, il va falloir travailler, il va falloir mettre les choses en place pour permettre à cette équipe de pouvoir tenir face au Bafana olympique. Ça ne va pas être du gâteau, ça va être autre chose que ce qu'on a vu face à la Mauritanie. Les préparatifs, on n'en sait rien.
parce que le match vient très bientôt. Aujourd'hui, c'est le 7. Le match vient, je pense, le 20 octobre, dans 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'il se fait ? Apparemment rien. Donc voilà, on verra bien ce qu'il va se passer. Angelo, la satisfaction, la première, c'était justement de passer le cap de la Mauritanie. C'est fait avec les Mourabitoun, mais maintenant, c'est une autre page qui est tournée. Il faudra maintenant avoir les reins solides pour affronter justement ces Bafana. À chaque étape, c'est réalité, dit-on aussi simplement. Et oui, le Togo est passé par l'étape de la Mauritanie, plus ou moins, on pourra dire, nombre d'observateurs peut-être ne mettaient pas assez de pièces sur cette sélection U23 quand on voit un peu le contexte, l'environnement, et voilà, ils ont tenu le résultat et en match aller-retour. Et surtout lorsqu'on sait aussi que cette équipe de Mourabitoun, justement, le président de la fédération met les moyens qu'il faut. Et on avait raison de le souligner, de le révéler au public sportif, parce qu'ailleurs, ça travaille, c'est dans l'anticipation, la planification est bien au rendez-vous. Les ambitions sont clairement affichées. Et oui, le Togo a eu, je dirais, cette réussite-là a justement écarté la Mauritanie, mais ce n'est pas encore terminé. Il reste encore 4 matchs, dont 2 contre l'Afrique du Sud en aller-retour. Selon se qualifier d'abord avant de jouer les 2 derniers matchs. Exactement. Comme on dit 4 matchs, c'est un peu comme si on va jouer obligatoirement ces 4 matchs. Non, bon, je me mets dans la projection. Donc, donc l'idéal pour le Togo, c'est d'arriver à jouer les 4 matchs. Ouais, mais bon, on sait très bien que le football aussi, c'est nous réserver exactement. Et d'après le recoupement, normalement, le regroupement pour cette sélection U23 devrait démarrer le 10 à venir. Mais selon toujours nos sources, c'est un peu compliqué parce que les moyens au niveau du ministère de l'État semblent de plus en plus maigres. Et donc, ça pose déjà des interrogations à l'organisation justement de ces préparatifs concernant cette sélection. Et donc, probablement, les U23 vont rentrer en préparatif à partir du 15, peut-être le 17. Bon, on attend de voir. Est-ce qu'ils auront suffisamment de temps pour rencontrer cette équipe sud-africaine? Non, parce que voilà, si on considère que c'est le 20, c'est très peu de temps. Si on élargit pour aller entre le 21 et le 23, ce n'est pas aussi beaucoup de jours pour permettre à ces joueurs-là de pouvoir se mettre en jambes. L'autre question ou l'autre interrogation, justement, on a certes des joueurs locaux ici, mais ceux qui évoluent à l'extérieur, honnêtement parlant, ce serait compliqué pour pouvoir les récupérer. Même si on a déjà passé le temps à envoyer les convocations, ce n'est pas sûr que le Togo puisse récupérer ces joueurs, entre guillemets, binationaux pour cette double confrontation. Oui, justement, parlons-en, Franck, de ces binationaux, je veux dire. Mais on sait que les joueurs amateurs, on sait d'abord qu'il n'y a pas de fenêtre FIFA pour, disons, cette campagne. Cette campagne-là. Et donc, a priori, ça va être difficile d'avoir les joueurs, mais aussi on sait qu'avec, disons, le football amateur, on n'attend pas forcément, disons, les fenêtres FIFA. En principe, ça devrait se faire, mais comment ça doit se faire? Il faut négocier. Il faut négocier. C'est vrai que les joueurs dont on parle au niveau U23, ils ne sont pas forcément titulaires dans leur club. Comme on peut le dire, cela, quelque part, pourrait faciliter leur libération si c'est des joueurs sur lesquels l'entraîneur des clubs en question ne compte pas forcément. On pourrait les laisser. Maintenant, est-ce que le Togo a envie de faire venir des joueurs comme Karim Derman, qui reste un bon joueur, qui a marqué avec les A la dernière fois face, j'allais dire, à la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres joueurs comme les Dovlo, d'autres joueurs comme Grains Romaric. Voilà, ils sont nombreux dans cette équipe. J'ai envie de dire que ce n'est pas des joueurs de premier plan dans leur club, ce qui pourrait faciliter leur libération. Maintenant, il faut y aller. Ça dépend également des ambitions que la Fédération togolaise de football affiche par rapport à cette compétition. Lorsque j'entends déjà que les moyens sont maigres, on ne veut pas les sortir ou bien on ne veut pas mettre tous les moyens à côté de cette sélection U23 pour disputer cette compétition. Ça
dénote déjà l'ambition qu'on a par rapport à cette équipe. On veut s'engager, mais peut-être qu'on n'a pas envie d'aller au Maroc en 2023. Ils sont combien de joueurs qui, disons, se retrouvent dans cette situation? Est-ce qu'on peut les avoir à part Derman? Ce qui est sûr, ça n'atteint pas 10. Hein, parce que quand on considère ceux qui ont été... Il y a 3-4? Oui, pour ne pas peut-être trop élargir à 7. Hein, Franck en a cité tout à l'heure. On peut également citer Thomas Jackli, qui était justement au milieu de terrain de cette équipe-là en aller et match retour. Voilà, ce sont là les joueurs. Maintenant, la question la plus délicate tourne beaucoup plus autour de Karim Derman, quand on sait qu'il a un vrai potentiel. On sait que oui, il a les capacités d'apporter une valeur ajoutée à cette sélection, mais aussi quand on essaie de lire entre les lignes, ne soyons pas aussi dubitatifs à l'endroit des joueurs locaux que nous avons. Sur le match retour contre la Mauritanie, Traoré Afizou a aligné 9 qui évoluent dans notre championnat et 2 qui évoluent de l'autre côté. Donc, on comprend un peu que quand on considère un peu le chiffre, le nombre de joueurs représentatifs sur le terrain, la nomenclature même de cette sélection... Elle est locale. Elle est locale. À ce niveau, je ne pense pas qu'Afizou Traoré ait autant de difficultés à mettre en place une équipe capable de faire un bon résultat face à l'Afrique du Sud. D'autant plus qu'à côté de lui, il y a des connaisseurs, Wadia Lantam et Yenke Claude, qui connaissent très bien l'environnement. De l'expérience. Absolument. Et heureusement que... toujours dans nos recherches, Traoré Afizou est désormais disponible, il est à l'écoute de ce que disent ses collaborateurs. Voilà pourquoi la dernière fois, il a pu en tout cas choisir ces joueurs qui ont fait ce résultat. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait considérer que oui, n'allons pas chercher trop les joueurs de l'autre côté, mais faisons avec ceux que nous avons à la maison. D'autant plus que la question de faire récupérer ou bien de rapatrier les binationaux va être très compliqué. Alors, à ce niveau-là, qu'Afizou Traoré fasse simplement profil bas, qu'il a travaillé avec ceux qui sont aujourd'hui à domicile. D'autant plus que chez nous, on n'a pas encore commencé le championnat. Voilà, un autre handicap. Un autre handicap. Pour terminer en disant ceci, oui, les joueurs qui sont de l'autre côté, naturellement, ils ont signé des contrats avec leur club. Et lorsque vous arrivez là-bas, de facto, vous arrivez, je paye pour votre salaire, tout ce qu'il y a comme clause dans le contrat, vous avez obligation de me donner des résultats. Je ne suis pas censé vous libérer pour votre sélection, sachant que, comme vous l'avez dit tantôt, ce n'est pas une fenêtre FIFA. Si jamais, entre guillemets, je touche du bois, vous allez vous blesser, vous revenez encore à ma charge. Donc, la plupart des clubs vont être, je peux dire, merci beaucoup, de libérer ces jeunes pousses-là. Et donc, ça fait mal de le dire, mais oui, Afizou Traoré et ses collaborateurs doivent faire avec les joueurs locaux pour avancer simplement. Oui, mais Franck, c'est pour ça que déjà avec l'équipe sportive, on disait donc qu'il faudra aller en diplomatie et négociation et ça devrait commencer depuis un moment. Depuis, on ne devait pas attendre les derniers moments. C'est-à-dire c'est là où on va trouver également, disons, la perspicacité et non seulement de la fédération, mais aussi et surtout du manager général. Absolument. Oui, absolument. Du manager général, oui. On voit des joueurs comme les Kevin Boma, comme les Augustin Drakpe qui jouent du côté, j'allais dire, de Rotterdam, les Boma qui évoluent du côté de la France en Rodez. Fortuna en Allemagne. C'est des joueurs qui sont en train de grandir, qui sont en train de se faire une place dans le monde du sport. Et naturellement, lorsqu'on a des joueurs un peu partout, on a envie de profiter d'eux, de les faire revenir pour, j'allais dire, en fait, se servir de leur savoir-faire. Sauf que ici, c'est très difficile de pouvoir le faire parce que c'est pas une journée FIFA, parce que ce n'est pas une fenêtre qui pourrait permettre de libérer les joueurs. Donc, naturellement, il faut aller en négociation. Il faut aller dans le lobbying si possible, s'il y a possibilité de le faire, donc voilà, de faire revenir des joueurs. Mais comme je l'avais dit, si ce n'est pas des joueurs de premier plan dans l'effectif de leur club ou bien des joueurs de premier plan pour l'entraîneur en place, ça peut faciliter un tout petit peu les choses, mais les clubs, quand ils veulent libérer, ils craignent aussi les blessures. Voilà pourquoi à des moments, il y a une certaine réticence. Maintenant,
quand on sait négocier, on peut tout avoir. La pertinence aussi de cette sélection U23, quand vous allez un peu en profondeur, vous vous rendez compte que ça n'a pas été tout de suite planifié depuis le début d'une nouvelle saison. C'est-à-dire que oui, on a engagé plusieurs catégories de sélection, surtout les fanions. Quand on sait que pour eux, on n'y touche pas, voilà, c'est n'y touche. Quelles que soient les dates FIFA, on va les organiser. Vous allez sortir jouer des matchs amicaux, mais pour les U23, on le disait la dernière fois ici, ça a été un projet mûri depuis 1 an. Mais on a l'impression que actuellement que c'est encore un accident. C'est ça la réalité. Et quand par exemple nos sources nous renseignent comme quoi aujourd'hui dans la cagnotte il n'y a plus forcément grand chose, on est quand même surpris. On est surpris parce que là, l'Afrique du Sud, ce n'est pas la porte à côté. Hein. Ouais. Vous voyez déjà le transit, en aller-retour, le séjour et tout. C'est énormément de millions que le Togo, en tout cas que l'État va débourser. Et si jamais cela ne se fait pas dans les bonnes conditions, j'imagine un peu le mental de la part du staff, ça pourrait réjaillir sur les joueurs. Et quand c'est comme ça, la production du jeu sur le terrain laisse à désirer. En tout cas, Togo, Afrique du Sud, c'est très donc le 20 octobre prochain. Et justement, oui, normalement. Mais dans tous les cas, ça va se jouer. Hein. Oui, ça va se Il n'y aura pas d'accident à ce niveau. Dans tous les cas, on est souvent surpris. Grégoire Attignon y est allé également de son analyse. On va l'écouter donc sur cette rencontre. Il va falloir véritablement préparer au mieux cette rencontre-là. On a vu comment est-ce que cette équipe a préparé cette rencontre. Il n'y a même pas eu de préparation, s'il faut le dire ainsi. Maintenant, il va falloir rapidement préparer cette équipe. Les mêmes joueurs, sans doute, vont revenir. Mais il y a certains qui viendront également étoffer cette équipe-là. Karim Derman, on aura besoin forcément de ce joueur parce qu'en ce moment, l'équipe nationale A n'aura pas donc de stage, n'aura pas de match. Et là, Karim Derman peut revenir. Et il y a également Abalo Deni qui n'a pas joué cause donc, de carton rouge copé au match aller qui va revenir. Donc vous voyez un peu un milieu de terrain composé d'Agbe Mefa, de Tom Adjakli, Abalo Denier puis de Karim Derman. Ça peut également apporter. Ils le savent, le staff le sait également. La fédération également le sait que le niveau, le deuxième tour, ce sera un niveau un peu élevé. C'est vrai qu'on ne connaît pas tellement la forme de cette équipe de l'Afrique du Sud qui n'a pas joué le premier tour, qui s'était qualifié directement. Voilà, donc l'analyse de Grégoire Attignon sur des Sports FM dans une de nos émissions ici. Et bon voilà, on espère que le Togo va pouvoir jouer ce match-là le 20 octobre prochain contre les Bafana d'Afrique du Sud. Même sans moyen, on jouera et ça c'est clair. Ah oui, ça c'est clair. On ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer, on a déjà décidé. Donc on va le faire. Et pourtant, comme vous l'avez dit tous les deux, effectivement, depuis plus d'1 an, on savait que le Togo était déjà engagé et que l'ambition de la fédération, c'était justement de préparer, disons, les Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler à Paris. Et le Togo donc, estime qu'il devrait y être avec son football. Bon, on verra bien ce que ça va donner, on revient. Allez, deuxième sujet, éliminatoire Cannes 2023 avec la sélection Fanion. La situation des éperviers est toujours inquiétante après les 2 matchs amicaux disputés en septembre. Alors, Franck Nounyama, que se passe-t-il au sein du nid des éperviers au juste ? Difficile de comprendre lorsque je vois votre journal, la dernière parution, que vous mettez à la une inquiétude. Oui, il y a lieu de s'inquiéter par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui arrive dans les éliminatoires de cette CAN désormais en janvier-février 2024. Donc les choses ne se font pas bien, à mon avis. Parce que lorsque vous regardez un peu ce que produit cette équipe, ce qu'elle a produit au moment des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, 4 matchs sans défaite, 2 matchs nuls et 2 victoires qui plus est à l'extérieur, ce qui veut dire, même les yeux fermés, on pourrait dire que le technicien portugais a commencé par avoir une certaine ossature, une certaine équipe, un certain noyau qui lui permettait de pouvoir développer son football et que oui, il y avait une certaine ambiance qui revenait, une certaine confiance par rapport à cette équipe qui revenait. Mais après, patatras, au début des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire, on a vu ce qu'il s'est passé ici avec cette équipe de l'Eswatini qu'on pouvait battre, mais qu'on n'a
a pu faire. 2-2 à l'arrivée. On a été battu là-bas au Cap-Vert 2-0. Et après, l'entraîneur dit qu'il ne reconnaît plus son équipe. Il ne reconnaît plus son équipe. La faute à qui? C'est à lui. La faute est nettement à lui parce que là, il a tout chamboulé après avoir effectué ce stage d'Antalya où on a fait venir la sélection U23 également. Donc voilà, il a eu, je ne sais pas s'il faut parler d'embarras de choix parce qu'au sortir de ce stage, souvenez-vous, il disait mais nous avons de très bons joueurs. J'ai du mal à faire 11 entrants. Il a vraiment apprécié l'environnement de l'équipe. Il a apprécié, il les a angélisés, les joueurs, j'allais dire. Donc aujourd'hui, il se mélange un tout petit peu les pédales, j'allais dire. Quand vous regardez ce qui a été fait la dernière fois avec la Côte d'Ivoire, bon, ça a semblé montrer une certaine solidité, une certaine envie de jouer. Et derrière, on marque 2 buts. Après, on se fait rattraper. C'est-à-dire que la question de la défense n'est pas encore réglée. La question de l'attaque pas encore réglée. J'allais dire, tous les compartiments de cette sélection n'ont pas encore, on va dire, cette assurance, n'ont pas encore cette solidité pour pouvoir affronter ce qui arrive devant. Et lorsque vous écoutez l'entraîneur, je vais encore essayer. Essayer encore quoi? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut oublier la CAN à venir? Qu'est-ce qu'il dit exactement? On fait venir d'autres nationalités, c'est difficile à accepter. J'ai envie de dire qu'on est en train de ghanéiser cette équipe des éperviers. Les Samuel Asamoah, la dernière c'est Yao Anor, il y a les Kevin Boateng, il y a les Atman. Est-ce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de joueurs au Togo? Et que fait le manager général? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter quelque part l'État. Avant, on criait le Togo n'était pas présent sur les journées FIFA. Cette fois-ci, ça a pris l'habitude. Ça vient chaque fois quand il y a cette fenêtre. Félicitations. Maintenant, c'est des dizaines de millions des contribuables togolais qui sont jetés entre griffes par la fenêtre parce que ça ne sert à rien finalement ces genres de journées FIFA. Moi, j'ai vraiment peur pour cette équipe. Vous parlez simplement de dizaines de millions. En tout cas, en Antalya, on avait avoisiné les 500 millions de francs CFA justement pour ce stage d'Antalya. Alors imaginez à peu près ce qu'on est en train de dépenser justement pour ces journées FIFA. Et Angelon, alors on revient donc à cela avec cette naturalisation donc des joueurs. Ça va aller jusqu'où? Ça pose problème. C'est un problème qui se pose justement avec acuité. Et alors, la question, c'est que font exactement Serge Akakpo, qui est le manager général dans cette équipe, et l'entraîneur ou le sélectionneur Paulo Duarte? Les responsabilités sont partagées. Serge Akakpo, aujourd'hui, si on doit voir au fond de la marmite, on comprend simplement et clairement qu'il fait la part belle à tous ces binationaux qui sont de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que lui-même a été binational, justement, oui. Et qu'il faisait partie justement de cette ligne-là. Bon, on sait qu'en France, il a été capitaine de la sélection cadette de France, junior, et même a frôlé donc l'équipe espoir avant de décider finalement de jouer pour le Togo. Et quand c'est comme ça, je pense que il ne voit que dans une seule direction. Hein. C'est ce qui se fait, en tout cas clairement voir sur le papier. Quand on considère tous ceux qui viennent, c'est des joueurs d'autres championnats qui ne sont pas forcément des championnats cotés en Europe. Et quand ils viennent en sélection, honnêtement, moi, je reste sur ma soif en ce qui concerne le rendement. Je dis bien, je reste sur ma soif. J'ai l'impression que, oui, ces joueurs-là ne connaissent pas la réalité même de cette sélection, l'histoire de cette sélection, le contexte, l'environnement. Et quand c'est comme ça, franchement, oui, on vous fait porter la tunique parce que vous savez taper dans le ballon ou soit vous avez quelques nombres de matchs au niveau de votre CV et tout de suite, ça vous permet en tout cas d'être titulaire. Et moi, je dis, à un moment donné, la prestation laisse vraiment à désirer sur le terrain. On ne sent pas qu'ils sont en train de se donner totalement pour ces matchs-là. Les deux derniers, en tout cas, en sont la preuve. Oui, Côte d'Ivoire. Cette fenêtre FIFA. Oui, je compte la Côte d'Ivoire. Et contre la Guinée équatoriale. Mais les joueurs n'ont jamais, en tout cas, montré
qu'ils avaient envie. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple le cas de David Heinen, Paulo Duarte même est surpris de constater que Heinen est tellement fatigué dans le jeu. Et pourtant, le match premier, il joue, le match deuxième, il joue, et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il s'étonne. Donc pour moi, Serge Akakpo aussi est quand même, je dis, responsable de la situation que la sélection vit aujourd'hui, d'autant plus qu'on a une kyrielle de joueurs venus de l'étranger, mais malheureusement, qui ne donnent absolument rien. Concernant Paulo Duarte, oui, je peux comprendre qu'il a souvent, il est arrivé, tout le monde a cru que oui, il va complètement changer la situation, virage à 180 degrés, avec une autre mentalité, une autre façon de jouer. Mais aujourd'hui, il est plus surpris que nous, observateurs. Et ça devient grave. Et il dit qu'il ne reconnaît plus son équipe, que sa sélection est immature. Alors là, il y a un problème. Et je dis bien, il y a un problème. Il y a d'abord un problème de déficit mental qui aujourd'hui se fait voir à tous les niveaux. Les premières mi-temps, on a du mal à les aborder. La seconde même, elle devient catastrophique. La preuve contre la Guinée équatoriale. Et il y a également ce problème-là de doute aujourd'hui qui s'installe. Sur les deux matchs, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, les joueurs sont rentrés dans leur club avec beaucoup de doutes. Heureusement que contre le Burkina Faso, ce ne serait pas dans 2 mois. Ce serait dans 6 mois. Vous estimez qu'ils auront le temps de dissiper ce J'espère. Je dis bien j'espère que d'ici là, on pourra peut-être trouver une autre façon de faire le travail. Et puis en terminant sur les deux responsabilités de Paulo Duarte et puis de Serge Akakpo, la question du leader de groupe pour moi s'impose. Qui est ce leader-là dans les vestiaires lorsque l'équipe joue les matchs? Qui est capable de prendre la parole et de dire non, tiens, tu me fais ceci, tu me fais cela, sinon, voilà. Qui aujourd'hui? Romao, j'en doute fort. Jenda Konam, sur les 2 matchs, il était absent. Qui d'autre, à part les 2 là? Fodo là-bas, capitaine? Je ne le vois pas faire ce travail. Donc voilà, quand il n'y a pas de leader, en l'absence de l'entraîneur lui-même, mais l'équipe est laissée à elle-même. Et c'est compliqué d'avoir des résultats. Oui, compliqué donc d'avoir des résultats. Et justement sur ce dernier match contre la Guinée équatoriale, Paulo Duarte s'est exprimé. Nous allons l'écouter encore. Savoir que matchs amicaux nous permet de travailler différents systèmes de jeu de l'équipe. Avec la Côte d'Ivoire, on a commencé sur le 3-4-3 ou le 5-4-1 défensif et offensivement 3-4-3. On a maintenu le même système, profiter de cette match amicaux pour voir le maximum de joueurs, donner l'opportunité aux joueurs. J'avançais pratiquement avec la même équipe. J'ai enlevé Romao pour voir le comportement de cette équipe sans Romao. On a déjà le faire avec la Côte d'Ivoire, regarder comment se comporte la défense sans Gen, notre grand capitaine. On a gagné 2-0, on peut gagner 3-0 ou 4-0 première mi-temps, sans jouer beaucoup, il faut le dire. Un gazon très lent, très sec, beaucoup de chaleur, le joueur trop fatigué, le placard trop fatigué, David trop fatigué, Ananou trop fatigué. Et après deuxième mi-temps, j'ai changé le système, 5-4-1, mais je vais encore faire des essais, je vais encore essayer, à part la volonté de gagner, c'est sûr. Je vais encore donner l'opportunité à beaucoup de joueurs pour voir qui est capable de nous servir dans l'avenir au cas où certaines absences qu'on a. Et deuxième mi-temps, on joue ici à 4 Saint-Jean avec Boateng et avec Loïc. Tout ça sont des tests qu'on doit faire. On a souffert encore un bout de penalty. On n'a pas fait un bon match, que ce soit gagner 2-0, que ce soit faire une nulle de partout. Voilà, je vais encore faire des essais, je vais encore essayer. Alors, ces essais, ce serait contre le Burkina Faso alors? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je suis d'accord avec lui quand il dit d'abord que les journées FIFA permettent quand même d'essayer des combinaisons, des différents systèmes et puis l'animation de jeu. Mais je ne vois pas depuis, j'allais dire, Claude François Leroy, qu'il commence par suivre d'ailleurs, je ne sens pas cette équipe en rodage au moment des journées FIFA. On ne donne pas pleinement le rôle à des joueurs qui sont en train de venir. Par exemple, on a convoqué Justin Hierret, par exemple. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas utilisé.
Depuis Ismaël Ouro-Agoro n'a plus joué dans l'équipe, il s'était blessé. Maintenant, il est revenu. Mais on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Il ne fait plus confiance au Nan Richard qu'il avait porté sur les derniers matchs du Mondial Qatar 2022. Il se mélange les pieds. Il titularise toujours David Enen. Il fait... Qu'il dit être fatigué. Voilà. Alors que nous sommes à peine en début de saison. Voilà. Il oublie Kevin Denke, qui a fait un excellent match en terre congolaise la dernière fois, qui a permis d'ailleurs au Togo de pouvoir gagner. Il a oublié tous ces joueurs-là et il se mélange un peu les pinceaux. Il dit je vais essayer. Il va essayer où? Il n'y a plus de journée FIFA. Il n'y a plus de fenêtre. Mais il n'y a plus de fenêtre. Je ne sais pas trop. Bon, on va lui trouver une porte. Ah bon? Je ne sais pas trop. Mais vous avez dit qu'il n'y a plus de fenêtres. Oui, mais il n'y a plus de fenêtres. S'il n'y a plus de fenêtres, on va trouver une porte. On va en créer. Donc, moi, je ne suis plus sûr de ce qu'il fait parce que là, c'est comme une navigation à vue. Normalement, à cette étape des choses, Paulo Duarte doit être sûr d'un noyau, doit être sûr de ce qu'il est en train de construire. Mais là, c'est comme s'il commence, il défait, il refait les choses, il défait après. Et ça ne va pas l'arranger. Il peut être sûr parce qu'avec le Burkina qu'on voit, mais j'ai du mal à croire un peu à ce qu'il fait. Ce qui est quand même assez frappant et inquiétant. Ouais. Oui, on sait très bien pour reconstruire une sélection, ça demande du temps. Oui. Minimum 3 ans. Mais là, mais lui-même, il s'est donné une certaine confiance au départ. Oui, tout à fait, justement. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis quand même surpris de voir qu'il convoque des joueurs. On est surpris de le voir surpris. Je le prends comme ça, qu'il convoque des joueurs, mais justement, quand il parle de fenêtre FIFA, ça veut dire, à mon avis, qu'il faut utiliser presque tous les joueurs, y compris même les gardiens. Les gardiens en font partie. Et malheureusement, je prends juste le cas de Kevin Denke, un joueur qui est presque plus ou moins titulaire dans son club. Quand il rentre en jeu, en championnat belge, soit il est passeur décisif, soit il est buteur. La preuve encore, cette fin de semaine, il a été passeur et buteur. Mais pourquoi, quand Kevin Denke arrive, pas sur ça. on ne le fait pas entrer pour jouer des matchs? Je m'interroge là-dessus. Et là, on fait toujours confiance à David Renen, Plaka Fessou, Fodolaba. Fatigué. Mais à ce niveau, on ne met pas de la concurrence. Quand il n'y a pas de concurrence dans une sélection, c'est très dangereux. Parce que les joueurs vont se croire dans un fauteuil assez dodu. Et là, on est dans une zone de confort. On se croit intouchable. Je pense que quand on vient en sélection, il n'y a pas une question de statut. Je le dis haut et fort. Il n'y a pas une question de statut. Même quand vous n'en avez même pas encore construit. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a... Il faut comprendre qu'ils ne sont pas à Adebayor quand même. Voilà. Et tout le monde n'est pas à Adebayor. Tout à fait. Et aujourd'hui, le sentiment qui se dégage, c'est comme si c'est maintenant, c'est aujourd'hui même que Paulo Duarte vient d'arriver au Togo. Or, il a déjà fait 1 an et plus. Il a déjà joué plusieurs matchs. Il a fait plusieurs stages à coût de centaines de millions de francs CFA avec l'argent du contribuable. Mais aujourd'hui, le public n'est toujours pas satisfait. C'est ça, donc la réalité. Serge Akakpo, c'est lui, le manager général des sélections au Togo. On l'écoute également à la suite de ces matchs. Au départ, on avait opté pour 2 matchs dans le même pays, en tout cas. Les premiers matchs qui étaient en vue, c'était la Côte d'Ivoire et le Mali. Malheureusement, le Mali a désisté, donc ce qui nous a forcé à trouver une deuxième solution. Il y a eu beaucoup de pays, beaucoup de discussions avec des nations différentes. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc on a trouvé ce match contre la Guinée équatoriale, mais c'était au Maroc. Donc on a trouvé un compromis. C'était dans un premier temps à Agadir, mais ça faisait très loin pour nous comme déplacement. Donc on a trouvé un compromis à Casablanca. Donc je pense que l'essentiel, c'était de satisfaire le coach qui voulait vraiment 2 matchs pour se préparer pour les prochaines échéances du mois de mars, sachant que octobre et novembre on n'aura plus de journée FIFA, donc il fallait mettre le paquet pour en tout cas lui donner les moyens de travailler. Mais attention, il dit pour donner satisfaction au coach. Oui, le coach voulait 2 matchs. Donc c'est le coach qui voulait répondre à son besoin. Oui, pour répondre à ce qu'il voulait, on lui a trouvé les 2 matchs. Non. Oui. Il dit qu'il y avait beaucoup de sélections qui étaient sur la liste, le Venezuela, le Mali, qui avait finalement désisté. Voilà. Et puis d'autres sélections, et on est arrivé quand même à trouver les 2. C'était pas mal, en tout cas, ces 2 équipes qu'on a vues. Ces 2 sparring partners, ce n'était pas mal. C'est des sélections qui sont supérieures au Togo. Lorsqu'on prend
les performances sur les dernières compétitions, la Guinée équatoriale était en quart de finale de la dernière CAN. C'est une sélection qui est bien pour s'essayer. Maintenant, au-delà de tout ça, je ne sais pas trop pourquoi on veut faire du raccourci, on ne veut pas travailler, et avec Serge Akakpo qui se mêle à tout ça en faisant venir des joueurs de seconde zone, des joueurs que leur pays d'origine même ne veulent pas voir, qu'on fait venir au Togo. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ça s'est passé à l'époque du Brésilien, là. Antonio Dumas. On a fait venir ici des Brésiliens. Une dizaine de Brésiliens. Une dizaine de Brésiliens. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus après. Qui a été naturalisé togolais. Voilà. Il y a eu 2 ou 3 qui avaient joué finalement en sélection, 2 ou 3 matchs. Les Faria et puis tous les autres. Jefferson. Eh ben, ils se sont volatilisés. On n'a plus de nouvelles de ces joueurs naturalisés, et on commence toujours à répéter les mêmes, ce que j'appelle bêtises. Parce que là, Serge Akakpo connaît bien la vie de cette sélection, pour y avoir joué, pour avoir vécu des choses. Lui ne devait pas être devant pour cette solution. Ce n'est pas une solution qui doit arranger cette sélection. Et ça n'arrange pas. Et ça n'arrange pas. On voit forcément que c'est des joueurs de seconde zone. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Franck, entre-temps, par rapport aux joueurs qu'on avait utilisés? Vous avez cité donc l'Ismaël Agoro, vous avez cité Richard Nan, vous avez cité donc pas mal de joueurs qui avaient évolué donc lors des 4 dernières journées des éliminatoires mondiales, et que subitement, on pense qu'il faut aller chercher d'autres. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si y a du lobbying, tout le monde veut placer son joueur. Je ne sais pas si Serge Akakpo est un manager pour d'autres joueurs qu'on veut ramener en sélection pour peut-être les placer. J'en sais rien. Maintenant, cette politique-là est une mauvaise politique pour la sélection togolaise. Lorsqu'on prend tous les joueurs qui viennent en sélection, par exemple, on a comme l'impression que la sélection Fanion du Togo est devenue un terrain d'expérimentation pour certains joueurs, pour pouvoir les placer. Ça, il va falloir rapidement arrêter ça, parce que Serge Akakpo, connaissant bien ce qu'il fait, ne doit pas aborder ce jeu-là, parce que ça va faire très 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 mal. Quand vous prenez aujourd'hui Yao Anor, qui n'a pas encore joué, mais que le coach a commencé par angéliser comme il sait bien le faire. Voilà, et parlant bien de lui alors qu'il n'a pas encore vu le joueur. Il y a des joueurs qui sont venus en sélection qui n'apportent rien. Maintenant, il y a le même groupe, ce même groupe qui lui a fait plaisir et qui lui-même avait reconnu qu'il y avait déjà un début de noyau qui se dégage au niveau de la sélection, et que subitement lui-même participe à détruire, à casser tout ça. Moi, je ne sais pas trop ce qu'il veut faire, je ne sais pas trop ce qu'il veut, mais lui-même devrait pouvoir répondre à cette question. En tout cas, j'aurai le temps ou l'occasion de lui poser donc certaines questions. Une prochaine occasion, je chercherai donc à le rencontrer personnellement. Il va répondre à certaines de mes questions. Alors, Angelo, mais là, c'est vrai que ça nous étonne que justement Paulo Duarte est lui-même surpris, parce que lui-même il l'organise. Si je peux me permettre, en tout cas, donner un conseil à Paulo Duarte, c'est de commencer à se remettre en cause, et d'autant plus que lui, il a l'habitude de rester au pays. On le voit, lors du dernier championnat, il était presque partout, sur tous les terrains, à regarder exactement ce qu'il se produit sur le prêt, à l'endroit justement ou bien au bénéfice de ces joueurs-là. C'est parce que quand il vient avec ses adjoints et il prend note. Ça veut dire que pour lui, dans un court terme, ces joueurs-là, normalement, s'il les trouve bons, en tout cas, c'est lui qui juge, il devrait intégrer la sélection. Je pense qu'il faudrait qu'il lui-même arrive à sortir et à enregistrer de nouveaux joueurs sur le plan local. S'il arrive à le faire et à constituer une équipe, et on a plus ou moins de bons résultats, il sera comptable de ça. Je pense qu'en faisant comme ça, au moins, il aura ce bénéfice-là, comme quoi il a travaillé avec des locaux, mais pour le moment, ça n'a pas marché. Tout le contraire de ce qui se fait aujourd'hui, en misant beaucoup plus sur les joueurs expatriés, croyant que, oui, avec leur expérience, évoluant dans des meilleures conditions de travail avec leur club, ils devraient avoir une ristourne en club, mais malheureusement, on ne retrouve pas ces résultats. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que Serge Akakpo fait son boulot, mais à Paulo Duarte également d'être conséquent avec lui-même, de faire confiance. Très rigoureux.
voilà, vous me tendez si bien la perche. Ouais. On a l'impression que tout le monde qui vient lui proposer quelque chose, il dit bon, ok, on va essayer, et il continue d'essayer. C'est ça. Et aujourd'hui, on a des résultats à l'essai. En tout cas, il manque tellement et cruellement de rigueur. Et pourtant, comme on l'a dit, et la fédération avec en sa tête le colonel Guy Akpovi, on fait donc beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Et il y a donc l'État avec, bien sûr, Madame le ministre des Sports. Eh bien, on fait énormément d'efforts. Vous avez vu que eh bien, les journées FIFA bouffent énormément des sous. Budgétivore. C'est un budgétivore. Je vous avais parlé donc d'Antalya qui a bien sûr bouffé plus de 500 millions de francs CFA. Alors, on a des difficultés à trouver de l'argent maintenant pour gérer, par exemple, la U23 parce que, voilà, tout est presque, les caisses sont presque vides du côté du ministère des Sports. Eh bien, elle qui continue donc de négocier avec, bien sûr, Madame le Premier ministre, avec également le ministre des Finances. Vous savez que c'est toujours difficile. Ah oui, eh bien, c'est avec Sani Yaya qui tient donc la corde là-bas, le cordon là-bas et qui ne lâche pas trop facilement. Eh bien, j'imagine Lydie Bessikama donc se tenir la tête, aller même si possible jusqu'au chef de l'État pour arracher ce qu'il faut pour ces sélections. Ça, c'est normal. On revient tout à l'heure. Le dernier sujet, ce serait donc le CHAN Algérie 2023. On y revient toujours avec ce retour sur l'élimination du Togo. C'était face donc au Niger. Les conséquences de la gestion de cette sélection. Le problème, Jonas Kokou-Komla qui continue d'alimenter les débats. Angelon, alors quelles difficultés pour se séparer du sélectionneur dont le travail est pourtant jugé très insuffisant par la FTF au vu, naturellement, des moyens mis à sa disposition. Le constat qui est là, c'est que les choses ne sont pas faites de manière normale. Vous avez quelqu'un qui est arrivé pour être sélectionneur adjoint de Paulo Duarte. Ce poste, il l'a. La dernière fois, justement, en France, et puis à Casablanca, on l'a vu lors des séances d'entraînement et lors des matchs aux côtés de Paulo Duarte. Son poste est là. Et au même moment, de l'autre côté, il a eu la latitude de conduire cette sélection locale. On connaît le résultat, vous et moi. Et ça continue de faire mal parce qu'il y avait de la place pour passer. Aujourd'hui, il est toujours dans un blackout total. Moi, je m'attendais même depuis l'élimination du Togo à une annonce justement. Officielle. Oui, je m'attendais à ça. Et jusqu'à présent, rien du tout, silence radio. Et là, je me pose des questions. Et là, je me dis, oui, il est assis, mais il y a d'autres personnes autour de lui ou derrière lui. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, on a du mal à faire la part des choses. Vous l'avez annoncé ici. Même le président, on l'a écouté justement dans cette émission, le colonel Guy Akpovi, et il avait écouté. Et lui et le capitaine et les autres membres du staff, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas bien travaillé à un moment donné. Ils ont failli à leur mission. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Quand c'est comme ça veut dire que quand on parle de faillite, c'est un échec. Tout à fait. Quand c'est un échec, et surtout quand on parle de football en matière de football. Les conséquences sont directes. Il n'y a même pas à négocier de lundi à mardi, ni de lundi à dimanche. Aujourd'hui, je dépose ma démission et je me mets de l'autre côté. Mais malheureusement, on a l'impression que ça devrait être un imbroglio au niveau du contrat de Jonas Kokou-Komla. La question que je me pose, à l'intérieur du contenu, dans le contenu du contrat, dans les clauses, qu'est-ce qui est concrètement mis ou prévu ? Est-ce le fait, par exemple, qu'il dirige de façon subsidiaire la sélection locale et que là, peut-être à ce niveau-là, il n'est pas lié avec un contrat ou n'est pas payé et que c'est de l'autre côté, il a plus d'obligations avec Paulo Duarte? Apparemment, c'est ce que ça semble dire. Et jusqu'à présent, on a du mal à pouvoir le débouter ou bien prendre une décision, surtout que le public sportif est au courant. C'est très bien qu'aujourd'hui, Jonas Kokou-Komla a failli à sa mission. Franck, qui pour signer le départ de Jonas? Oui, je pense que à première vue, tout de suite, je ne connais pas ce qui le lie justement à cette sélection. On parle d'un peu d'imbroglio au niveau de son contrat. Voilà pourquoi personne n'arrive à lever le petit doigt pour lui dire « Monsieur, c'est bon, allez-y voir ailleurs ». Mais je pense que la fédération peut le faire. Il appartient à la fédération de se dire tout de suite, nous lui avons confié une mission, il a échoué, donc
on a envie de voir autre chose. Mais la fédération dit avoir signifié sa décision acquis de droit. Oui, acquis de droit, c'est le ministère des Sports et des Loisirs. C'est vrai que ces deux institutions doivent travailler de façon concertée pour bien diriger, pour bien amener le sport togolais en général et le football en particulier à bon port. Maintenant, si le président dit avoir transmis ce qu'il pense ou bien ce que le bureau pense, acquis de droit, c'est peut-être par respect, par cette envie de pouvoir travailler, mais rien n'empêche la fédération de faire une sortie et de se dire, nous avons confié une mission à quelqu'un qui a échoué, donc nous pensons que nous devons nous arrêter là. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu délicat aussi cette situation, parce que là, c'est vrai, c'est l'État qui a recruté, donc le gouvernement qui a recruté un entraîneur, un sélectionneur, pour le mettre à la disposition de la FTF. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Ailleurs, comment ça se passe? On donne la latitude à la fédération, en fait, de proposer des noms et, in fine, celui que vous avez retenu, vous les mettez à notre disposition et nous discutons des clauses du contrat avec lui. Mais ici, vous l'avez dit si bien, c'est l'État même qui est allé recruter le sélectionneur et le met à la disposition de la Fédération togolaise de football. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas à l'insu de la fédération. Oui, mais ça c'est de façon concertée. Mais qui est le premier à prendre la décision? C'est-à-dire, qui est, je pourrais dire, l'institution à prendre tout de suite la décision? Je crois que la procédure est simple. On ouvre un appel à candidature, les gens postulent, les dépôts ont été faits régulièrement à la fédération. La fédération fait d'abord un premier tamis. Et justement, c'est à la suite de cela maintenant qu'il y a une commission, peut-être tripartite également, avec bien sûr la fédération, le ministère, ou les ministères impliqués. Exactement. Parce qu'il n'y a pas une seule. Il y a la fonction publique, il y a les finances, l'économie et les finances. Et les Alors, sports. voilà. Et donc, c'est, disons, cette commission qui écoute les différents candidats et qui ont été retenus en finale. Et c'est à la suite de ça maintenant qu'on procède à la sélection d'un seul et qu'on finit par signer, mettre à la disposition de la fédération. Alors, ça a été fait. Et je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la fédération a signifié certainement sa décision au ministère des Sports. Le ministère des Sports n'est pas seul à prendre une décision. Il y a également donc le ministère des Finances et le ministère de la fonction publique. Eh bien, sur la démission d'un entraîneur, est-ce que ces ministères, vous parlez du ministère de la fonction publique, du ministère des Finances, est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Si l'entraîneur est défaillant, oui, mais... moi je pense que la fédération, pour moi, est le premier à signifier ce qu'elle pense. Parce qu'il y a défaillance, il y a échec. S'il y a échec, est-ce que le ministère des Finances qui sort l'argent, qui paye, va vouloir continuer avec quelqu'un qui ne produit pas de résultats? Est-ce que vous pensez qu'il y a des ingérences? Est-ce que vous pensez qu'il y a des ingérences ou des combines? Oui. De quelque nature que ce soit? Je préfère le mot combine. Oui, à ce niveau, si jusqu'à présent, il n'y a pas toujours les lignes qui bougent, c'est parce que quelque part, il y en a qui tiennent les ficelles. Je vais rebondir un peu sur l'inquiétude de Franck tout à l'heure. Oui, à un moment donné, oui, la fédération peut signifier son envie de ne plus travailler avec vous. Mais ce n'est pas la fédération, par exemple, qui va payer les dommages et intérêts. Si jamais il y a limogeage. Limogeage de façon abusive, entre guillemets. Oui, quand c'est abusif. C'est pour ça que je crois, Angelo parlait de voir ce qui est mis dans les clauses. Ça veut dire que les contrats ont été mal rédigés. Mal rédigés, voilà. Un contrat, c'est avec, on va dire, toutes les possibilités. Voilà. Parce que là, on fait les choses sans j'allais dire, rigueur. On n'a pas d'autorité derrière. On ne met pas des clauses, on ne met pas des garde-fous. Et après, ça se retourne. Si on nous dit qu'il a un contrat avec la sélection Fagnon, donc à voir ce contrat avec la sélection Fagnon, et qu'on lui a demandé de s'occuper. Si on lui demande de s'occuper juste de cette sélection locale, qu'est-ce qui empêche de lui demander, bon, vous êtes occupé de cette sélection sur un bon bout de temps, ça ne va pas aller voir au niveau de la sélection Fagnon. Donc, moi, je ne comprends pas. Oui, ça veut dire qu'il faut chercher quelqu'un d'autre qu'il faut payer. Justement, il faut... lorsqu'on veut avoir les résultats, il faut mettre les moyens. C'est à vous que l'ancien international camerounais avait dit cette phrase. Oui. Il n'y a pas de compromis avec l'excellence. Pas de compromis possible avec l'excellence. Soit on la veut ou on ne la veut pas. Donc, voilà, ça veut tout dire. Merci.
Donc, on va revenir. Je crois que c'est un dossier qui continue d'alimenter les débats. On va continuer donc de creuser, chercher si possible donc ce fameux contrat-là et voir quelles sont les clauses et pourquoi, en tout cas, on tergiverse donc à prendre une décision à propos. Allez, club, Togolais en club, rapidement, on va quelques minutes. Je sais que les gens se bousculent déjà pour parler, mais on va transiter par Angelon. Le coup d'œil sur l'actualité des Togolais, joueurs togolais expatriés. On va démarrer avec Fodo Laba qui, lors de la 4e journée du championnat là-bas aux Émirats Arabes Unis, a marqué le deuxième but de son club. Ça lui fait quoi? 6 buts marqués en 4 matchs déjà de championnat. Il va bien, ça va très bien pour lui. Il marque toujours mieux en club. Oui, en ouverture du championnat, à marquer donc en sélection. Oro Agoro Ismaël a inscrit un triplé en championnat pour l'ouverture du championnat avec son club Saint-Georges. Quelqu'un que Diopol doit te refuser de faire jouer. Kevin Deke, on parlait de lui tout à l'heure, buteur et double passeur pour le club Cercle Bruges qui a gagné 4 buts à 3 face à Racing Genk. Sur qui Paulo Duarte émet toujours des doutes. Voilà, allons-y. Dit. Et puis Thibaut Clidier qui retrouve le chemin des terrains avec son club, le FC Lucerne, même s'ils ont perdu. Oui, il a disputé les 20 dernières minutes de jeu de son équipe. En tout cas, il est en train de venir. Rappelons que c'est lui, en principe, le capitaine de la sélection U23. Il semble que la convocation a été envoyée dans son club. On attend un retour. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Et maintenant, avec la tranche des auditeurs, je sais que vous attendez. À vous l'antenne, auditeur. Alors, bonjour. Bonjour, Rachid. Rachid, oui, je sais. Et je salue tout le plateau. Merci. Bonjour, Rachid. Oui, moi, je vais m'accentuer sur les U23. L'argent commun au sein de la sélection Pagnon est qu'on ne voit pas aucun résultat concret où ce staff-là est en train de nous tromper, qui ne font rien, y compris le team manager, y compris même le sélectionneur, même, et y compris son adjoint, son mentor. Tu vois, tout se suit et ils se ressemblent aussi. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire en sélection. Eux, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Mettre les moyens donnés à ces U23-là, au moins pour qu'on puisse se focaliser pour ces U23, pour qu'ils puissent obtenir cette qualification-là. Mais dire que on compte sur Paolo et son Jonas et Serge Akako, tout ça là, ça dit ils sont en train de nous bluffer. Ils ne sont pas sérieux et sincères envers nous-mêmes. Très bien. Bonne émission. Merci beaucoup, Rachid, pour votre point de vue, votre perception de la chose. Notre en ligne, 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. Auditeur qui doit se manifester tout de suite. En tout cas, on essaye donc de tenter d'avoir quelqu'un qui doit être finalement en ligne. Le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Vous êtes en direct dans cette émission avec cette tranche réservée aux auditeurs. À vous, l'antenne. Voilà. Il se signale. On peut l'avoir. Auditeur, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, on vous appelle comment? C'est Simfele. Simfele. Tout d'abord, je salue le plateau. Bonsoir. Oui. Je pense que pour les joueurs, les Espagnols, là, Oui. ce que vous venez de dire, je voulais qu'au moins vous convoquiez Paulo Duarte et le capitaine même sur votre studio là-bas, au moins les poser quelques questions, à savoir pourquoi si on les sélectionne, ils viennent chez nous ici, ils ne veulent pas se donner à eux-mêmes. Regardez, les 11 qui rentrent sur le terrain avec nos gens. Pourquoi les autres jours, ils sont là, en deuxième partie, on ne les sent même pas. C'est comme, je ne sais pas, mais comment eux-mêmes n'ont qu'à se poser là, que je ne sais pas, Paulo Duarte qui joue sur le terrain. Mais quand même qu'après tout, il sera jugé. Mais quand même, il faut que les joueurs au moins se donnent sur le terrain. Il faut que les joueurs se donnent sur le terrain. C'est ça. Je vois mon adversaire qui se pose, moi aussi je me pose la question, pourquoi pas moi? Au moins, quand même, eux-mêmes, ils n'ont qu'à se comprendre comme ça. D'accord. Monsieur Simfele. C'est ce que j'ai. Mais bonne émission, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Oui, 92 03 60 31 97. Ah, c'est fini. Oh, d'accord. Ben, on paraît que c'est fini. Ah ben, on nous renvoie de ce studio. Angelo, merci. Merci, Aimé. Franck, merci. C'est un plaisir. Et l'homme, merci à toi. Et naturellement, Anas, merci. Je m'appelle Aimé Épée. Ben, on se retrouve vendredi prochain, si Dieu le veut. Il le voudra, certainement. À plus tard.